Je suis Mackenzie, 33 ans, et je dirige ce que ma famille appelle, en se moquant, cette petite boutique d'antiquités à Boston. Pendant des années, ils ont rejeté ma passion tout en faisant l'éloge de la carrière d'avocate de ma sœur Rachel. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière mon style de vie modeste se cachait une fortune de 15 millions de dollars que j'avais discrètement bâtie. Je suis arrivé à Thanksgiving avec ma fébrilité habituelle et des cadeaux simples, sans jamais m'attendre à ce que tout implose. Lorsque Rachel a emprunté mon téléphone et a vu une notification bancaire, l'expression de choc sur son visage m'a appris que mon secret était éventé. Alors que ma famille se rassemblait autour de la dinde, j'ai vu mon monde soigneusement construit s'effondrer. Si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont jugé votre succès avant de connaître toute l'histoire, lâchez un j'aime et abonnez-vous. Dites-moi d'où vous regardez. J'aurais bien besoin d'alliés pour vous raconter comment mon Thanksgiving s'est transformé en champ de bataille pour de l'argent que personne ne savait que j'avais. Ayant grandi dans la banlieue du Massachusetts, j'ai appris très tôt que les apparences comptaient plus que l'authenticité dans le foyer Barrett. Mes parents, Thomas et Hélène, avaient des idées précises sur la réussite, des diplômes prestigieux, des carrières conventionnelles et le genre de réalisation dont on pouvait se vanter lors des barbecues de voisins. Mon père travaillait comme directeur de banque, ma mère, comme administratrice de lycée. Nous vivions confortablement dans une maison de style colonial avec une pelouse impeccablement entretenue et nous organisions des dîners où tout le monde portait des vêtements repassés et arborait des sourires parfaits. Il y avait ensuite Rachel, ma sœur aînée de 3 ans. Dès le moment où elle a rapporté à la maison son premier bulletin scolaire avec toutes les mentions excellent, elle est devenue le standard d'or auquel je me mesurais. Rachel a coché toutes les cases de la liste de contrôle du succès de mes parents, major de promotion, diplôme de droit de la Ivy League, mariage avec Derek, un dermatologue avec son propre cabinet, et 2 enfants aux manières impeccables et aux scolarités privées. Leurs cartes de Noël ressemblaient à des publicités Ralph Lauren. Ta sœur est devenue associée à 32 ans, me rappelait ma mère lors de nos appels mensuels. La plus jeune associée féminine de l'histoire du cabinet. Ce fait était répété si souvent qu'il aurait pu être brodé sur nos armoiries familiales. Mes intérêts ont divergé tôt. Pendant que Rachel rejoignait le club de débat et le gouvernement étudiant, je passais des heures dans le petit centre historique de notre ville, fasciné par les artefacts de la Nouvelle-Angleterre coloniale. Je traçais mes doigts sur des vitrines contenant des boutons de la guerre d'indépendance et des lettres manuscrites, imaginant les histoires derrière chaque objet. L'élégante conservatrice, Madame Abernathy, a remarqué ma fascination et a commencé à m'enseigner la préservation, la provenance et le langage caché des antiquités. Tu as l'œil, m'a-t-elle dit un jour. Certaines personnes regardent une vieille chaise et voient juste ce que tu vois, les mains qui l'ont fabriquée, les gens qui s'y sont assis, l'histoire dont elle a été témoin. Lorsque j'ai annoncé mon intention d'étudier l'histoire de l'art à l'université, la déception de mon père était palpable. « Qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec ce diplôme ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son journal. « Les musées ne paient rien, tu sais. »« Je ne suis pas encore sûr, ai-je admis. Mais c'est ce que j'aime. »« L'amour ne paie pas le loyer, » a-t-il répondu, mettant ainsi fin à la conversation. J'ai choisi une université d'État avec un programme solide d'histoire de l'art, une décision qui a suscité des comparaisons fréquentes avec le pédigré de la Ivy League de Rachel. Pendant les dîners de famille, mes parents orientaient les conversations vers les réalisations de Rachel en faculté de droit, tandis que mon stage d'été au Museum of Fine Art n'était mentionné qu'en passant, voire pas du tout. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé dans une maison de vente aux enchères pendant 3 ans, absorbant tout ce que je pouvais sur l'évaluation, l'authentification et le marché de l'art. Mes superviseurs ont noté ma capacité inhabituelle à repérer les trésors négligés, mais mon salaire est resté modeste. Lorsque j'ai annoncé mon intention d'ouvrir une boutique d'antiquités à 25 ans, la réaction de ma famille a été prévisiblement dédaigneuse. « Tu joues au magasin ?» l'a qualifié ma mère, comme si j'étais une enfant qui tenait un stand de limonade. « C'est une affaire difficile », m'a averti mon père. La plupart des petits détaillants échouent dans la première année. Rachel a été plus directe, « Tu gâches ton éducation pour un passe-temps. Personne ne devient riche en vendant des vieilleries. » J'ai trouvé un petit local dans le quartier historique du North End de Boston, dans un étroit bâtiment en briques aux sols inégaux et aux poutres apparentes. Le loyer a fortement réduit mes économies, mais quelque chose dans cet espace me convenait. Je l'ai nommé Timmel Tréazur et j'ai passé des semaines à refaire l'intérieur, à installer des vitrines d'antiquités que j'avais récupérées dans un grand magasin en liquidation, et à cataloguer mon inventaire initial. La boutique a ouvert sans grande fanfare.
Mes parents ont assisté à l'inauguration mais ont passé la majeure partie de la soirée à parler à Rachel et Derek de leurs récentes vacances aux Bermudes. J'ai entendu ma mère s'excuser auprès d'une amie de la famille, c'est juste une phase. Elle trouvera sa vraie carrière un jour. Pendant 8 ans, cette perception a persisté. À chaque réunion de famille, ma profession était traitée comme une diversion temporaire, quelque chose à tolérer jusqu'à ce que je trouve un vrai travail. Les questions devenaient prévisibles, cette petite boutique arrive-t-elle encore à payer les factures? Mon père, as-tu pensé à obtenir ton certificat d'enseignement pour avoir un plan B? Ma mère, tu ne t'ennuies pas à rester là toute la journée à attendre des clients? Rachel. Ce qu'il ne comprenait pas, ce que je n'ai jamais expliqué, c'est que j'avais trouvé ma vocation. Chaque pièce qui passait par ma boutique avait une histoire, une lignée, une âme. Je pouvais regarder une théière en argent terni et reconnaître son artisanat géorgien, ou identifier une chaise Chipendale fabriquée dans le Massachusetts à partir de détails subtils dans ses sculptures. Cette connaissance n'était pas seulement académique, elle avait une valeur pratique que ma famille ne pouvait pas voir. Chaque Thanksgiving, Noël et Pâques suivaient le même scénario. Rachel tenait le salon, détaillant son dernier triomphe juridique ou les réalisations de ses enfants. J'aidais dans la cuisine, chargé de peler les pommes de terre ou de mettre la table, interrogé occasionnellement de manière superficielle sur la boutique, mais jamais avec l'espace nécessaire pour vraiment répondre. Nous nous inquiétons de ta retraite, disait ma mère en remuant la sauce au canneberge. Le cabinet de Rachel offre un excellent plan d'épargne retraite. Ces réunions me laissaient épuisé émotionnellement, me ramenant à Boston avec un sentiment de vide dans la poitrine. Dans mon appartement au-dessus de la boutique, entouré des trésors que j'avais gardés pour ma collection personnelle, je me permettais de reconnaître la blessure. Mais le matin, je la repoussais et retournais au travail, dans le monde où ma connaissance était respectée et ma passion comprise. Ce que ma famille n'a jamais su, c'est que sous leur dédain, je construisais quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui allait finalement briser leur perception de moi en un instant de Thanksgiving. La première fois que j'ai réalisé que je pouvais transformer mes connaissances en argent sérieux, ce fut presque par accident. 3 ans après avoir ouvert ma boutique, je parcourais une vente d'héritage le week-end à Brooklyn, luttant contre la pluie et le froid matinal. La maison appartenait à un professeur récemment décédé, et la plupart des objets de valeur avaient déjà été réclamés par des membres de la famille. Ce qui restait était liquidé par une entreprise spécialisée dans le roulement rapide plutôt que dans l'évaluation minutieuse. Dans le sous-sol, appuyé contre un chauffe-eau, j'ai repéré une petite peinture à l'huile sombre dans un cadre terni. Le liquidateur l'avait taxé à $50, présumant qu'il s'agissait d'une reproduction sans valeur. Mais quelque chose dans le coup de pinceau a attiré mon attention, les traits confiants, la qualité lumineuse de la lumière. Je l'ai acheté sans marchander, ainsi que quelques livres vintage pour ne pas attirer l'attention sur mon intérêt pour la peinture. Après un nettoyage et des recherches minutieux, j'ai confirmé mon pressentiment, il s'agissait d'une œuvre précoce d'un artiste paysagiste américain important du XIXe siècle, d'une valeur d'environ $120 000. Je l'ai vendu via une petite maison de vente aux enchères à New York pour $145 000, moins leur commission. Ce fut ma première aubaine significative, mais pas la dernière. J'ai développé un système, visité des ventes d'héritage dans des villes aisées de Nouvelle-Angleterre, développé des relations avec des spécialistes du déblaiement de maisons, et occasionnellement me rendre à des enchères rurales où les acheteurs sophistiqués étaient rares. J'ai appris à rechercher des objets présentant des caractéristiques spécifiques suggérant une valeur cachée, une qualité transcendant la mode, une importance historique négligée par les experts généralistes, ou des œuvres d'artistes sur le point d'être redécouverts. Un mardi pluvieux, un vieil homme a apporté une boîte en carton de vieux papier qu'il avait trouvé en vidant le grenier de sa tante. Parmi des recettes moisies et des lettres fanées se trouvait un document plié avec une signature à peine lisible. Je l'ai immédiatement reconnu comme une lettre de l'époque de la guerre d'indépendance écrite par une figure historique importante. Je lui ai payé $75 pour toute la boîte. 6 mois plus tard, après authentification et restauration minutieuse, ce document a été vendu à un collectionneur privé pour $600 000. Ce n'étaient pas des occurrences quotidiennes, mais elles arrivaient assez souvent. Une lampe Tiffany achetée 2 cents dans une vente de charité d'église vendue $25 000. Une collection de photographies anciennes que j'avais acquises pour $350 valait plus de $40 000 au Wright Museum. Un bureau apparemment ordinaire acheté lors d'une vente de surplus universitaire contenait un compartiment caché avec des pièces d'or de la guerre de sécession. Je suis devenu stratégique dans mon succès. Dans le petit monde des antiquaires de Nouvelle-Angleterre, j'ai maintenu une réputation de propriétaire de boutique compétente mais modeste.
J'ai vendu mes découvertes les plus précieuses par l'intermédiaire de maisons de vente aux enchères plus importantes à New York ou par des marchands privés, en gardant mon nom absent de la provenance. L'argent a été placé sur des comptes d'investissement gérés par un conseiller financier discret spécialisé dans l'aide aux entrepreneurs pour maintenir un profil bas. Mon style de vie est resté inchangé. Je conduisais la même Toyota fiable que depuis l'université. Ma garde-robe était principalement composée de basiques de qualité, pulls Goodwill, jeans bien faits et bottes confortables. J'appréciais les plaisirs simples comme un bon café, des livres intéressants et des dîners occasionnels dans des restaurants de quartier où je connaissais les propriétaires. Ma plus grande indulgence était de voyager en Europe une fois par an, ostensiblement pour des voyages d'achat, mais en réalité pour visiter des musées et des sites historiques qui nourrissaient ma passion pour l'histoire. Le seul changement substantiel dans ma situation est survenu il y a 5 ans lorsque le propriétaire de mon immeuble a décidé de vendre. Craignant un déplacement, j'ai utilisé une partie de mon capital pour acheter non seulement ma vitrine, mais tout l'immeuble historique par l'intermédiaire d'une SARL qui ne pouvait pas être facilement retracée jusqu'à moi. La structure de briques de 4 étages m'a apporté la sécurité et, éventuellement, un revenu supplémentaire provenant des autres unités commerciales et résidentielles. Au moment du Thanksgiving de l'année dernière, ma valeur nette avait tranquillement atteint un peu plus de 15 millions de dollars. La majeure partie était constituée d'investissements diversifiés, avec des portions plus petites dans l'immobilier, les livres rares et une collection personnelle d'antiquités soigneusement sélectionnées, trop spéciales pour être vendues. Mon conseiller financier m'avait récemment félicité d'avoir atteint ce jalon par un message texte, le même message qui finirait par exposer mon secret. J'avais des raisons précises de garder ma richesse privée. Initialement, c'était du simple bon sens commercial. Dans le monde de l'Antiquité, montrer trop de prospérité peut amener les vendeurs à augmenter leur prix ou attirer des concurrents vers vos sources. Mais avec le temps, mon silence est devenu plus personnel. Chaque commentaire dédaigneux de ma famille avait construit un mur entre nous. Chaque fois qu'ils minimisaient ma carrière comme étant mignonne ou pittoresque, j'ajoutais une autre brique. Leur perception de moi comme la fille sous-performante s'était calcifiée, et d'une manière perverse, je m'y étais attaché. En tant que sœur sans succès, j'étais du moins libre des attentes. Personne ne me demandait de conseils financiers ou de prêts. Personne ne s'attendait à ce que je finance des vacances familiales ou des fonds universitaires pour les enfants. Plus important encore, les quelques relations que j'entretenais en dehors de ma famille étaient authentiques. Mon petit cercle d'amis ou d'autres propriétaires de boutiques dans le North End, quelques conservateurs de musées, ma locataire du dessus qui enseignait l'art dans un collège communautaire m'aimait pour moi-même, pas pour mon compte en banque. Dans un monde où j'avais appris à repérer les faux et les contrefaçons, ces liens authentiques étaient inestimables. J'avais parfois envisagé de révéler la vérité, surtout après des réunions de famille particulièrement condescendantes. Mais quelque chose me retenait toujours, la peur que l'argent me transforme de fille décevante en banque familiale, que toute chaleur ultérieure soit entachée d'intérêts financiers. J'ai donc maintenu ma façade modeste, me présentant aux événements familiaux avec des cadeaux simples et des histoires calmes sur des objets intéressants qui étaient passés par ma boutique. J'écoutais les monologues de Rachel sur les affaires de haut profil de son cabinet et les réalisations de ses enfants dans des écoles privées. J'aidais ma mère dans la cuisine et discutais de baseball avec mon père. J'ai joué le rôle qui m'était assigné dans le drame familial, jusqu'au Thanksgiving dernier, quand tout a changé. Je me suis réveillé avant l'aube le jour de Thanksgiving, l'anxiété déjà tourbillonnant dans mon estomac. Le temps correspondait à mon humeur, gris et menaçant, avec un vent vif qui dispersait les dernières feuilles cassantes sur les pavés du North End. J'avais préparé du pain au canneberge la nuit précédente et j'avais soigneusement emballé 3 livres vintage que j'avais trouvés pour ma nièce et mon neveu, sachant qu'ils préféreraient probablement des cadeaux électroniques, mais espérant partager un peu de mon monde avec eux. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents en banlieue a pris plus de temps que d'habitude en raison du trafic des fêtes. Le SUV rutilant de Rachel occupait déjà la meilleure place dans l'allée à mon arrivée, me forçant à me garer dans la rue. Par la baie vitrée, je pouvais voir ma mère rire à quelque chose que disait Rachel, sa main reposant affectueusement sur l'épaule de ma sœur. Je me suis assise dans ma voiture un instant supplémentaire, répétant le scénario mental que j'avais développé au fil des années de réunions familiales, sourire poliment, éviter les questions personnelles, montrer de l'intérêt pour les autres et m'échapper dès que socialement acceptable. Avec le pain au canneberge et les cadeaux balancés précairement dans mes bras, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La voilà, s'est exclamée ma mère à mon entrée, sa voix portant ce ton un peu trop enthousiaste qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait d'être encourageante. Rachel vient d'arriver aussi. Pile à l'heure. Ma sœur a levé les yeux de son téléphone, son sourire professionnel et étudié.
À 36 ans, Rachel maintenait l'apparence soignée d'une femme figurant dans des magazines d'affaires, coupe au carré net, maquillage subtil et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mes factures de service public mensuelles. La vendeuse arrive, a-t-elle dit, en utilisant le surnom qu'elle savait que je détestais. Comment se passe le commerce de détail pendant la ruée des fêtes? Beaucoup de clients à la recherche de trésors poussiéreux. C'est régulier, ai-je répondu, la réponse standard qui n'invitait pas à d'autres questions ni ne donnait de véritables informations. Comment vont les enfants? Cela a logiquement lancé Rachel dans un récit détaillé du récital de violon de Sofia et du championnat de football de Max. J'ai hoché la tête aux moments appropriés tout en aidant ma mère dans la cuisine, où elle m'a immédiatement chargé de préparer les légumes pendant qu'elle s'occupait des plats plus complexes. Mon père est entré, tenant déjà son scotch traditionnel d'avant le dîner. Voilà mes filles, a-t-il dit, embrassant Rachel sur la joue avant de me faire un câlin maladroit. Comment vont les affaires, Mackenzie? Toujours à flot? Je vais bien, papa, ai-je dit, concentré sur la découpe parfaite du céleri pour la farce. C'est bien. C'est bien, a-t-il répondu distraitement. Rachel t'a parlé de l'affaire Anderson? Elle a fait la une de la section économique du Boston Globe. Et ainsi de suite. La chorégraphie familière de notre dynamique familiale. Le mari de Rachel, Derek, est arrivé avec les enfants, qui m'ont poliment remercié pour les livres avant de les mettre de côté au profit de leur tablette. Mon beau-frère a immédiatement lancé une histoire sur un client célèbre dans son cabinet de dermatologie, prenant soin de mentionner la qualité des restaurants où ils avaient ensuite déjeuné. Vers 15 heures, alors que la préparation des repas atteignait son stade critique, les notifications constantes du téléphone de Rachel sont devenues une source d'irritation pour ma mère. Rachel, s'il te plaît, pose ça ou fais-le taire, a-t-elle dit, exaspérée, après qu'un ping particulièrement fort ait interrompu ses instructions pour la sauce. Désolé, maman, mais j'attends un email important sur la fusion Peterson, a répondu Rachel. La batterie est presque morte de toute façon. Et, Mac, tu peux me prêter ton téléphone? Le mien est sur le point de mourir et j'ai besoin de vérifier mes emails. Avant que je ne puisse objecter, elle avait repéré mon téléphone sur le comptoir où je l'avais posé en lavant les canneberges. Rachel l'a ramassé, et je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que je me souvienne de la notification de texte arrivée ce matin-là de mon conseiller financier, toujours non lu sur mon écran de verrouillage. Le temps sembla ralentir alors que je voyais l'expression de Rachel passer de l'intérêt casual à la confusion, puis à un choc élargi lorsqu'elle lut. Félicitations pour avoir dépassé la barre des 15 millions de dollars ce trimestre. Votre stratégie de diversification porte ses fruits. Discutons des prochaines étapes pour l'acquisition immobilière à votre retour des fêtes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? La voix de Rachel a coupé le bruit de la cuisine. Elle a tourné le téléphone vers moi, sa main tremblant légèrement. 15 millions de dollars? C'est une sorte de blague. Ma mère a arrêté de remuer la sauce. Mon père a abaissé son verre de scotch. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du minuteur du four, son bip joyeux devenant soudainement absurde dans l'attention. Rachel, rends-moi mon téléphone, ai-je dit calmement, en essayant de le récupérer. Elle l'a retiré. Non, je veux savoir ce que ça signifie. Tu as des ennuis? Blanchiment d'argent? Parce que si tu es impliqué dans quelque chose d'illégal, j'ai besoin de le savoir avant que cela n'affecte ma réputation au cabinet. L'hypothèse immédiate que toute richesse que je possédais devait être illégitime m'a blessé plus que je ne m'y attendais. Ce n'est pas illégal, ai-je dit, ressentant un étrange calme. C'est à moi. Je l'ai gagné. Maintenant, s'il te plaît, rends-moi mon téléphone. Mon père s'est avancé. Que se passe-t-il, Mackenzie? De quoi parle Rachel? Rachel a tendu le téléphone vers lui. Apparemment, ta vendeuse en difficulté est assise sur 15 millions de dollars qu'elle n'a jamais pris la peine de mentionner à personne. Les yeux de mon père se sont écarquillés en lisant le message, puis il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange déconcertant de choc, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à un calcul inquiétant. Est-ce vrai? Demanda-t-il. Le moment que j'avais inconsciemment redouté pendant des années était arrivé. La séparation soigneusement construite entre ma famille et mes finances s'était effondrée en un instant. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'est vrai. J'ai réussi dans mes affaires, plus que je ne l'ai laissé entendre. Réussi? Rachel a ri, un son sec et sans joie. C'est comme appeler l'océan un peu humide.
15 millions de dollars pendant que tu venais ici en vêtements de friperie, nous laissant croire que tu te débrouillais à peine? Ce n'est pas du succès. C'est de la tromperie. Je n'ai jamais dit que j'étais en difficulté, ai-je rétorqué, me sentant sur la défensive. Vous avez tous présumé ça. Ma mère, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement parlé. Le dîner est prêt. Tout le monde à table. Nous pourrons en discuter en mangeant. C'était une réponse typiquement maternelle, peu importe la crise, les repas doivent se dérouler comme prévu. J'ai presque ri, mais la gravité dans sa voix suggérait que ce n'était pas une tentative de changer de sujet, mais simplement de déplacer la confrontation. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger en silence. L'élégant buffet de Thanksgiving est soudainement devenu insignifiant. Alors que nous prenions place, j'ai remarqué Derek murmurant à Rachel, son expression intense. Les enfants, sentant la tension, sont devenus inhabituellement silencieux, leurs yeux passant des adultes. Mon père s'est raclé la gorge après une prière douloureusement silencieuse. Je pense que nous méritons une explication, Mackenzie. Et ainsi, alors que la dinde refroidissait et que la sauce se figeait, je leur ai donné la version abrégée, mon œil pour les objets sous-évalués, les trouvailles significatives, les investissements stratégiques. J'ai expliqué comment j'avais bâti ma fortune pièce par pièce, trouvaille par trouvaille, investissement par investissement. Au lieu du respect à contre-cœur que j'aurais pu espérer, chaque révélation semblait alimenter leur indignation. Le visage de Rachel devenait plus rouge avec chaque détail. Mes parents échangeaient des regards chargés de communication tacite. Derek continuait de sortir son téléphone, entrant des chiffres dans une application calculatrice. Donc, toutes ces années, a finalement interrompu Rachel, pendant que nous nous inquiétions pour toi, que nous nous lamentions sur toi et ta petite boutique, tu étais secrètement millionnaire. Tu te moquais de nous derrière notre dos? Je ne me moquais de personne, ai-je dit. Je gardais juste mes affaires pour moi. La famille ne garde pas de tels secrets, a dit ma mère, la voix tremblante. La famille partage ses bénédictions. Comme vous avez partagé mes intérêts toutes ces années? Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les arrêter. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet pour l'exploit de Rachel. Ce n'est pas juste, a rétorqué mon père. Nous nous inquiétions pour ton avenir. Si nous avions su que tu réussissais, tu aurais. Quoi, ai-je demandé. Soudainement été intéressé par les antiquités. Arrêtez d'appeler ça jouer au magasin. Un silence inconfortable s'est installé à table. Mon neveu a demandé s'il pouvait être excusé pour regarder la télévision, et Rachel a hoché la tête distraitement, ses yeux ne quittant pas mon visage. Je pense, a-t-elle dit finalement, sa voix d'avocate émergeant, que nous devons avoir une discussion familiale sérieuse à ce sujet dans le salon. Maintenant. Alors que nous abandonnions le festin de Thanksgiving que ma mère avait passé des jours à préparer, j'ai su que nous allions avoir une conversation qui modifierait à jamais notre dynamique familiale. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est à quel point cela révélerait à nu ce que ma famille pensait vraiment de moi et à quoi elle pensait avoir droit. La transition de la salle à manger au salon donnait l'impression de passer d'une salle d'audience à une autre. Rachel menait le cortège, son dos rigide d'indignation. Mes parents suivaient, échangeant des murmures que je ne pouvais pas bien saisir. Derek a ordonné aux enfants de rester à l'étage avec leurs tablettes. Conversation d'adulte, a-t-il expliqué avec une jovialité artificielle. Je traînais derrière, une accusée s'approchant du banc. Notre salon familial était resté en grande partie inchangé depuis mon enfance, le même canapé surdimensionné et les fauteuils assortis disposés autour d'une table basse perpétuellement garnie de magazines de décoration intérieure que personne ne lisait jamais. Les seules mises à jour étaient les photos scolaires de plus en plus grandes des enfants de Rachel sur la cheminée, retraçant leur croissance de tout petit à préadolescent en tenues assorties et sourires étudiés. Rachel a pris la position centrale sur le canapé, mes parents la flanquant comme des avocats plaidants. Derek a choisi le fauteuil le plus proche de ma sœur, me laissant le siège le plus éloigné du groupe. La disposition physique n'était pas subtile. Je pense que nous avons besoin d'une transparence totale maintenant, a commencé Rachel, son ton professionnel masquant à peine son émotion. De combien d'argent parlons-nous exactement, et sous quelle forme? Le nous présomptueux ne m'a pas échappé. Je ne vois pas en quoi les détails sont pertinents, ai-je répondu. Ce sont mes informations financières personnelles. C'est devenu pertinent au moment où nous avons découvert que tu cachais des millions tout en nous regardant lutter, a répliqué Rachel. Lutter? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire.
Rachel, tu gagnes plus de 300 000 $ par an. Le cabinet de Derek rapporte plus que cela. Vous voyagez aux Maldives et conduisez une voiture qui coûte plus cher que certaines maisons. Nous avons des dépenses que vous ne pouvez pas imaginer, a interrompu Derek. Les frais de scolarité dans le privé pour 2 enfants s'élèvent à plus de 60 000 $ par an. L'adhésion au country club représente encore 40 000 $. La propriété de vacances dans le Vermont. Les prêts étudiants de Rachel dépassent toujours les 100 000 $, malgré une décennie de paiement. Ce sont des choix, pas des difficultés, ai-je souligné. Ma mère s'est penchée en avant, l'air peiné. Mackenzie, s'il te plaît. Cette attitude hostile n'aide pas. Nous essayons juste de comprendre pourquoi tu as gardé un secret aussi important de gens qui t'aiment. Ces mots m'auraient peut-être ému si mon père n'avait pas immédiatement ajouté 15 millions de $. Mon Dieu. Et nous nous inquiétions de ta planification de retraite. Toutes ces conversations pour savoir si tu devrais trouver un vrai travail avec des avantages sociaux. Mon travail est réel, ai-je dit fermement. Il a toujours été réel. Le fait que vous ne l'ayez jamais respecté ne change rien. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous nous inquiétions juste. Rachel avait été inhabituellement silencieuse pendant un moment, apparemment perdue dans ses calculs. Quand elle a repris la parole, sa voix s'était transformée en ce ton tremblant et émotionnel que je reconnaissais de ses performances au tribunal. As-tu une idée de ce que cette somme d'argent signifierait pour Sophia et Max? Des larmes lui sont montées aux yeux. Sophia montre un vrai talent pour le violon. Elle pourrait étudier à l'étranger, aller à Juilliard, et Max pourrait avoir besoin de cours particuliers pour sa dyslexie. Les bons programmes coûtent une fortune. J'ai cligné des yeux, surprise. Je ne savais pas que Max était dyslexique. Nous venons d'avoir le diagnostic, a continué Rachel, saisissant mon moment de sympathie. Les spécialistes, les programmes, l'assurance ne couvrent presque rien. Pendant ce temps, tu es assise sur une fortune que toi, en tant que femme célibataire sans enfant, ne peux pas avoir besoin de toute pour toi-même. Et voilà. La première suggestion directe que mon argent devrait être redistribué selon leur perception du besoin. Derek a hoché la tête avec empressement. Même une petite partie, disons 5 millions de $, bien investie, pourrait sécuriser l'avenir des enfants et aider avec la dette étudiante de Rachel. Tu aurais encore 10 millions de $, plus qu'assez pour une personne. La manière décontractée dont il proposait de diviser le travail de toute ma vie, comme si l'on coupait une tarte au dîner, me laissa momentanément sans voix. Mon père s'est raclé la gorge. Bon, n'allons pas trop vite en besogne. Mais Mackenzie, tu dois comprendre notre choc. Toutes ces années, ta mère et moi nous sommes inquiétés pour toi. Nous avions même mis de côté un fonds pour t'aider si ta boutique échouait. Pas grand-chose, juste 20 000 $ que nous pouvions nous permettre. Nous nous sommes sacrifiés pour te payer tes études universitaires, en espérant que tu trouverais une carrière stable. J'ai remboursé chaque centime de mes frais universitaires, lui ai-je rappelé. 3 ans après l'obtention du diplôme, j'envoyais des chèques chaque mois jusqu'à ce que ce soit réglé. Ce n'est pas le point, a interrompu ma mère. La famille se soutient. Si l'un a l'abondance, il partage avec ceux qui en ont besoin. Et je suis censé croire que Rachel est dans le besoin, ai-je demandé avec incrédulité. Les yeux de Rachel se sont plissés. Il ne s'agit pas d'être démuni. Il s'agit d'obligations familiales. Si nos positions étaient inversées, je t'aiderais sans hésitation. J'en doutais profondément, mais j'ai gardé la pensée pour moi. L'éducation des enfants à elle seule, a continué Derek, comme si je n'avais pas parlé, l'université Harvard est projetée à près de 500 000 $ par enfant d'ici à ce qu'il soit prêt. Puis les études supérieures. Le vrai problème, a dit Rachel, essuyant une larme stratégique, c'est que tu nous as trompés tout en accumulant une richesse qui pourrait bénéficier à toute la famille. Si tu nous aimais vraiment, tu voudrais partager ta bonne fortune. La manipulation émotionnelle était si transparente que j'en admirais presque l'audace. Presque, ai-je dit calmement. J'ai gagné chaque dollar grâce à des connaissances que vous avez toutes moquées pendant des années. Ne sois pas dramatique, Rachel, ai-je dit. Personne ne demande tout. Juste une part raisonnable pour aider la famille. C'est ce que font les gens normaux. Les gens normaux n'exigent pas l'argent des autres simplement parce qu'ils ont découvert qu'il existe, ai-je rétorqué. Mon père, toujours pragmatique, a tenté une approche différente. Pensez Y comme un investissement dans votre nièce et votre neveu. Un héritage familial.
votre argent irait à la prochaine génération, pas juste disparaître. Pendant la prochaine heure, la conversation a tourné autour de ces thèmes, obligations familiales, besoins des enfants, et suggestions de plus en plus spécifiques sur la manière dont mon argent devrait être alloué. Rachel a mentionné une opportunité d'investissement potentiel par l'intermédiaire d'un client du cabinet d'avocats, avec des rendements garantis de 20%, mais le ticket d'entrée est de 2 millions de dollars minimum. Mon père a suggéré que j'achète une propriété de vacances que toute la famille pourrait utiliser. Derek s'est demandé à voix haute si je pourrais fournir la compte pour une maison plus grande qu'ils envisageaient. Avec chaque suggestion, le prétexte de la préoccupation familiale s'amincissait, révélant le droit sans complexe qui se cachait en dessous. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé ce que je voulais faire de mon propre argent. Pas une seule fois quelqu'un n'a reconnu que j'avais peut-être gagné le droit de décider de son allocation. Le point de rupture est arrivé lorsque Rachel, frustrée par ma résistance continue, a finalement montré toutes ses cartes. Tu n'en as même pas besoin, a-t-elle lancé. Regarde comment tu vis, ce petit appartement au-dessus de ta boutique, ces vêtements de seconde main, cette voiture que tu as depuis toujours. Tu vis comme une pauvre de toute façon. L'argent est gaspillé sur toi. La pièce est tombée dans le silence. Même mes parents semblaient déconcertés par l'audace de cette déclaration. Je pense, ai-je dit en me levant de ma chaise, que cette conversation est terminée. Assieds-toi, a exigé Rachel. Nous n'avons pas fini. En fait, si, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Si tu pars maintenant, m'a crié Rachel, ne t'attends pas à ce que les choses restent les mêmes. La famille fonctionne dans les deux sens, Mackenzie. Tu ne peux pas juste prendre et ne jamais rendre. Je me suis retourné à l'entrée. Qu'est-ce que je t'ai pris exactement, Rachel? Elle a hésité un moment avant de se ressaisir. Des années d'inquiétude, de soucis, de soutien émotionnel. Intéressant, ai-je réfléchi. J'ai dû manquer tout ce soutien entre la condescendance et le dédain. Ma mère s'est levée, la détresse évidente sur son visage. S'il vous plaît, les filles, c'est Thanksgiving. Ne disons pas de choses que nous regretterons. Mais il était trop tard pour cela. Des années de ressentiment non exprimé avaient traversé la surface, et il n'y aurait plus de retour au prétexte poli. Je veux que tu prennes une décision maintenant, a dit Rachel, sa voix froide. Soit tu aides ta famille comme une famille le devrait, soit tu choisis l'argent plutôt que le sang. C'est aussi simple que ça. Ce n'était pas simple. Rien dans la famille ne l'est jamais. Mais à ce moment-là, face à 4 personnes qui m'avaient soudainement révélé comment elles me voyaient vraiment non pas comme une personne, mais comme une ressource à exploiter où le chemin à suivre s'est éclairci avec une luminosité douloureuse. Au revoir, ai-je dit simplement. Joyeux Thanksgiving. Alors que je sortais dans la soirée froide de novembre, le bruit des protestations furieuses de Rachel s'estompait derrière moi. Dans ma voiture, les mains tremblant légèrement sur le volant, j'ai réalisé que j'étais à la fois dévasté et soulagé, comme quelqu'un qui aurait enfin déposé un fardeau impossiblement lourd qu'il portait depuis des années. Les 30 kilomètres de retour à Boston sont devenus un voyage à travers l'espace et la mémoire. Alors que la pluie commençait à éclabousser mon pare-brise, chaque coup des essuie-glaces semblait effacer non seulement l'eau, mais des années de prétextes accumulés. Le trafic rampait sur l'autoroute, me donnant un temps indésirable pour rejouer les événements de l'après-midi et les décennies de dynamique familiale qui avaient mené à ce moment. Je me suis souvenu de ma présentation d'histoire de l'art en 8e année, à quel point j'étais excité de partager ma passion avec ma famille, les recherches minutieuses que j'avais faites sur Vermeer, les aides visuelles faites à la main que j'avais créées. Mes parents n'avaient assisté que parce que l'événement coïncidait avec les finales de l'équipe de débat de Rachel dans la même école. Ils avaient assisté à ma présentation avec un désintérêt poli, regardant leur montre à plusieurs reprises, puis avaient éclaté d'un enthousiasme sincère lorsque Rachel avait remporté sa compétition. C'est notre fille, avait encouragé mon père, tandis que je me tenais à proximité, tenant mon excellent certificat que personne n'avait demandé à voir. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme universitaire, où mes parents avaient passé la majeure partie du dîner de célébration à discuter de l'admission de Rachel en faculté de droit. Mes réalisations reléguées à de brèves reconnaissances entre des conversations plus importantes. Le schéma s'est poursuivi lors de l'ouverture de ma boutique, de mon 30e anniversaire, de chaque fête et de chaque réunion de famille. Un message constant que mon chemin était moins précieux, mes réalisations moins significatives, ma personnalité d'une manière ou d'une autre secondaire. Au moment où j'atteignais Boston, la pluie s'était intensifiée en un déluge qui correspondait à mon état émotionnel. Au lieu de me diriger vers ma boutique dans le North End,
je me suis retrouvé à conduire jusqu'à Carson Beach à South Boston. Le parking était désert. Personne d'autre n'était assez fou pour visiter le rivage sous une averse de novembre. Je me suis assise dans ma voiture, regardant les vagues se briser sur la plage déserte, la pluie martelant le toit, et j'ai finalement pu ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. Les larmes sont venues, pas douces ou purificatrices, mais des sanglots déchirants qui me laissaient à bout de souffle. J'ai pleuré pour la famille que j'avais souhaitée pendant toutes ces années, pour l'amour conditionnel qui avait été révélé ce soir, et pour la rupture finale de l'illusion que les choses pourraient un jour changer. Une heure s'est écoulée avant que la tempête, à l'extérieur comme à l'intérieur de moi, ne commence à se calmer. Alors que ma respiration se stabilisait, un étrange calme s'est installé. J'avais passé ma vie à chercher l'approbation de personnes fondamentalement incapables de la donner. La prise de conscience était à la fois dévastatrice et libératrice. Je suis retourné à ma boutique dans le North End, grimpant les escaliers étroits jusqu'à mon appartement au-dessus. L'endroit avait toujours été mon sanctuaire, murs tapissés d'étagères contenant mes volumes les plus précieux, fenêtres donnant sur la rue historique en contrebas, et pièces soigneusement choisies de ma collection personnelle disposées en arrangement réfléchi. Mes parents avaient visité exactement une fois, il y a 8 ans, commentant principalement le manque d'espace et les appareils de cuisine démodés. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, me réveillant plusieurs fois pour vérifier mon téléphone. Il y avait plusieurs appels manqués et des messages textes de plus en plus en colère de Rachel, un message confus de ma mère, et le silence de mon père. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fixé le plafond, regardant les ombres des lampadaires créer des motifs dans l'obscurité. Au matin, une décision s'était cristallisée. Je me suis douché, habillé dans l'une de mes tenues de seconde main, en fait, un tailleur Chanel vintage magnifiquement coupé qui coûtait plus cher que le paiement mensuel de la voiture de Rachel, et je me suis préparé à ouvrir ma boutique comme d'habitude. Le Black Friday était généralement chargé, avec des touristes explorant le North End après les célébrations de Thanksgiving. Juste avant de déverrouiller la porte, mon téléphone a tinté avec un dernier message de Rachel, nous devons terminer notre conversation. Derek et moi avons une opportunité d'investissement qui ne peut pas attendre. Mise minimale de 2 millions de dollars. Appel immédiatement. Quelque chose en moi a cédé. Pas dans un effondrement, mais dans une percée. J'ai rappelé Rachel immédiatement, la surprenant suffisamment pour qu'elle réponde au premier appel. Enfin, a-t-elle commencé, à propos de l'investissement. Non, ai-je interrompu, ma voix stable. Je n'appelle pas pour votre opportunité d'investissement. J'appelle pour dire ceci clairement, une fois pour toutes, Mackenzie, toute ma vie j'ai vu que tu recevais validation, soutien et reconnaissance pendant que mes choix étaient rejetés et mes réalisations ignorées. Quand tu pensais que j'avais des difficultés, tu n'offrais que de la condescendance. Maintenant que tu sais que ce n'est pas le cas, tu n'offres qu'un sentiment de droit. Ce n'est pas juste. Laisse-moi finir, ai-je continué. Chaque dollar que j'ai vient de connaissances que tu as moquées, d'un travail que tu as dénigré, et d'une passion que tu as rejetée. J'ai identifié des documents de la guerre d'indépendance pendant que tu appelais ma boutique un joli passe-temps. J'ai authentifié des chefs-d'œuvre du 19e siècle pendant que tu demandais quand j'aurais un vrai travail. J'ai bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars pendant que tu me traitais comme un cas de charité. Silence de l'autre côté. L'argent que tu es si désireuse de réclamer, ai-je continué, représente des milliers d'heures de recherche, de risques et d'expertise. Il représente chaque commentaire dédaigneux que j'ai enduré, chaque fait où j'ai été mise à l'écart, chaque accomplissement qui n'a pas été reconnu. Et maintenant, tu crois que tu le mérites parce que nous partageons de l'ADN? La famille est de la famille, a-t-elle finalement réussi à dire, mais sa voix manquait de conviction. La famille respecte la famille, ai-je rétorqué. La famille soutient les rêves, célèbre les succès et aime inconditionnellement. Tu n'as fait aucune de ces choses. Alors tu choisis l'argent plutôt que nous, plutôt que ta nièce et ton neveu. Je me choisis moi. Enfin. Les enfants sont les bienvenus dans ma vie et ma boutique à tout moment. Ils l'ont toujours été, bien que tu les aies amenés exactement 2 fois en 8 ans. Quant à l'argent, pas un centime ne va à des gens qui ne m'ont valorisé qu'une fois qu'ils ont découvert mon solde bancaire. Tu le regretteras, a dit Rachel, sa voix froide. Quand maman et papa seront plus âgés et auront besoin de soins, quand les enfants obtiendront leur diplôme et que tu ne seras pas la bienvenue. Quand tu seras seul avec rien d'autre que ton précieux argent et tes antiquités poussiéreuses. Je préfère être seul avec l'authenticité qu'entouré d'amour conditionnel, ai-je répondu. Au revoir, Rachel.
J'ai mis fin à l'appel et j'ai complètement éteint mon téléphone, mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Ensuite, j'ai déverrouillé la porte de ma boutique, tourné le panneau sur ouvert, et j'ai accueilli le premier client de la journée avec un sourire sincère qui semblait être ma première expression honnête depuis des années. Derrière le comptoir, j'ai ouvert mon livre d'inventaire à reliure en cuir et j'ai commencé une nouvelle page. En haut, j'ai écrit un titre, après Thanksgiving. En dessous, j'ai commencé à cataloguer ce que j'avais perdu et ce que j'avais gagné au cours des dernières 24 heures. Les pertes étaient importantes mais attendues. Les gains, le respect de soi, la clarté, la liberté de la prétention commençaient seulement à révéler leur valeur. Les semaines qui ont suivi Thanksgiving se sont déroulées comme les suites d'une catastrophe naturelle. Le choc initial a cédé la place à l'évaluation des dégâts, suivi du lent processus de reconstruction. Décembre est arrivé avec son froid typique de la Nouvelle-Angleterre, les décorations de vacances apparaissant dans tout le North End comme un défi coloré à l'avancée de l'hiver. J'ai maintenu un silence radio avec ma famille, bien que leur présence ait intrudé sous forme numérique. Rachel avait pris l'habitude de publier des mises à jour critiques sur les réseaux sociaux, clairement destinées à ma consommation. Certaines personnes confondent l'égocentrisme et l'indépendance, et la famille est faite pour donner, pas pour prendre. Ma mère envoyait des messages textes occasionnels qui traçaient une ligne prudente entre la culpabilisation et la conciliation, « Tu nous manques, et ce n'est pas ce que la famille devrait être, et les enfants te demandent de tes nouvelles. » Le silence de mon père en disait long. La seule communication surprenante est venue de ma cousine Amanda, la nièce de ma mère, qui vivait à Seattle et participait rarement aux réunions de famille. Son message était simple, « J'ai entendu parler de Thanksgiving. J'ai moi-même eu affaire à la prétention de Rachel. Si tu as besoin d'une alliée, je suis là. » Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais son soutien inattendu est arrivé comme une bouée de sauvetage quand j'en avais le plus besoin. 10 jours après Thanksgiving, j'ai consulté mon conseiller financier, Martin, lui expliquant la situation avec un détachement clinique, comme si je parlais du drame familial de quelqu'un d'autre. « Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense », a-t-il dit, se renseignant en arrière dans sa chaise. Les clients soudainement riches sont fréquemment confrontés à des membres de leur famille qui tendent la main. C'est pourquoi je conseille généralement la confidentialité financière. Trop tard pour ça, ai-je dit avec regret. Pour l'avenir, nous devrions revoir votre planification successorale et vos mesures de sécurité. Non pas que je m'attende à quelque chose de drastique, mais des informations sont maintenant divulguées qui ne l'étaient pas auparavant. Nous avons passé 2 heures à restructurer certains investissements, à sécuriser des comptes avec des mesures de vérification supplémentaires et à réviser mon testament, qui avait auparavant laissé des parts importantes à ma nièce et à mon neveu en fiducie. Je ne les ai pas complètement supprimés, mais j'ai réduit les montants et ajouté des conditions concernant l'éducation et les arts et l'histoire. Êtes-vous préoccupé par d'éventuels litiges, a demandé Martin avec précaution. De votre sœur, l'avocate, toujours ? Il n'y a aucune réclamation légale qu'elle puisse faire, m'a-t-il assuré. Votre argent est incontestablement le vôtre, gagné grâce à une activité légitime. Mais cela n'empêche pas toujours les poursuites coûteuses et vexatoires conçues pour forcer des règlements. Je suis sorti de son bureau avec une nouvelle appréciation pour les protections juridiques que j'avais mises en place des années auparavant, la SARL qui possédait mon immeuble, la structure commerciale qui protégeait les actifs personnels, la documentation minutieuse des transactions importantes. Ce qui semblait autrefois une précaution excessive me semblait maintenant une prévoyance essentielle. À l'approche de Noël, la question des projets de vacances se posait. Pour la première fois de ma vie adulte, je n'assisterai pas au dîner traditionnel de Noël de mes parents ni à leur brunch du matin de Noël. La prise de conscience a apporté à la fois du chagrin et du soulagement, du chagrin pour le lien familial que j'avais toujours espéré qu'il s'améliore, du soulagement de la performance que ces rassemblements avaient toujours exigé. Un soir de neige à la mi-décembre, en triant une nouvelle acquisition de cartes postales de vacances vintage, je me suis retrouvé à fixer des images idéalisées de réunions de famille du début des années 1900, des visages souriants autour des cheminées, des arbres parfaitement décorés, le fantasme de l'harmonie familiale qui a persisté à travers les siècles. Le fossé entre ces images et ma réalité m'a frappé avec une force inattendue. J'ai fermé la boutique plus tôt et je me suis rendu au bureau de ma thérapeute sous une neige douce. Dr Winters me voyait mensuellement depuis 2 ans, initialement pour aider à gérer la solitude qui accompagnait parfois mon isolement choisi, puis évoluant vers un travail plus approfondi sur les dynamiques familiales et l'estime de soi. Vous vous êtes préparé à cette confrontation pendant des années, a-t-elle observé après que j'ai raconté les événements de Thanksgiving. Sur un certain niveau, vous saviez toujours que ce moment viendrait.
Je pensais que je me sentirais plus victorieuse, ai-je admis, enfin leur montrant que je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient. Au lieu de cela, je me sens juste triste. Vous êtes en deuil, a-t-elle dit simplement. Pas seulement de la famille dont vous vous êtes éloigné, mais de la famille que vous auriez toujours souhaité qu'elle soit. Nous avons passé la séance à explorer le concept de famille tel que je l'avais vécu par rapport à la façon dont je pourrais la définir à l'avenir. Dr Winters a suggéré un exercice, créer une liste de personnes qui avaient effectivement apporté le soutien, la validation et la considération positive inconditionnelle que les familles offrent idéalement. La liste que j'ai compilée au cours de la semaine suivante m'a surprise par sa longueur, Madame Abernathy du centre historique qui avait d'abord nourri mon intérêt pour les antiquités, le professeur Gladwell qui m'avait encadré pendant mes études, Sophie qui possédait la boulangerie à côté de ma boutique et me gardait les pâtisseries de la veille, Martin qui avait guidé mes décisions financières sans jugement, même les clients réguliers qui avaient montré plus d'intérêt pour ma connaissance et ma passion que ma famille jamais. Famille choisie, a appelé Dr Winters ce réseau lorsque j'ai partagé la liste, aussi valable que la famille d'origine, souvent plus saine. À l'approche de la semaine de Noël, j'ai pris une décision. Au lieu de passer les fêtes seul, à ruminer le ressentiment et la perte, j'ai décidé de créer une nouvelle tradition. J'ai envoyé des invitations à ma famille choisie pour un dîner de réveillon de Noël dans mon appartement. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une compagnie sincère. Le week-end avant Noël, j'ai reçu un email inattendu de mon père. La première communication directe depuis Thanksgiving, Mackenzie, ta mère et moi avons réfléchi aux événements récents. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec tous tes choix, nous reconnaissons que la communication s'est rompue de toutes parts. Rachel reste bouleversée, mais ta mère te manque terriblement. Considérerais-tu un café, juste nous trois, après les fêtes? Papa. Le message ne contenait aucune excuse, aucune reconnaissance de leur rôle dans ce qui s'était passé, mais aussi aucune demande renouvelée ni aucune accusation. C'était peut-être le plus près de la conciliation que mon père pouvait gérer. J'ai répondu que j'y réfléchirais après le nouvel an, sans faire de promesses. Le 23 décembre, j'ai fermé la boutique tôt pour me préparer à ma réception de Noël. Alors que je rentrais chez moi sous une légère neige, je suis passé devant un petit centre d'art communautaire où j'avais occasionnellement pris des cours. Une affiche annonçait leur programme de bourse pour jeunes enfants défavorisés intéressés par l'histoire de l'art et la préservation. Sans hésitation, je suis entré et j'ai fait un don anonyme de $50 000. Le même programme qui m'avait autrefois offert des ateliers d'été gratuits lorsque mes parents avaient refusé de financer ce qu'ils considéraient comme un intérêt inutile. Le réveillon de Noël est arrivé, clair et froid. Des étoiles visibles entre les bâtiments historiques de Boston. Mes invités Sophie de la boulangerie, le professeur Gladwell et son mari, deux autres propriétaires de boutiques, et Martin avec sa fille ont rempli mon appartement de conversations et de rires qui semblaient sincèrement chaleureux plutôt que forcés. Nous avons bien mangé, échangé des cadeaux modestes et partagé des histoires qui célébraient plutôt qu'elles ne diminuaient les passions les uns des autres. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé près de la fenêtre, regardant la neige recommencer à tomber dans la rue en contrebas. Le professeur Gladwell m'a rejoint, sa voix douce. Un sou pour tes pensées? Je pensais justement à l'authenticité, ai-je répondu. À quel point elle est rare et précieuse, comme les meilleures antiquités. On ne peut pas la contrefaire de manière convaincante. Il a hoché la tête. L'ironie est que ce que ta famille convoite l'argent est venu précisément de ton moi authentique, la partie qu'ils n'ont jamais valorisée. Il y a une métaphore là-dedans quelque part, ai-je souri. En effet, a-t-il touché mon épaule légèrement. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que tu étais extraordinaire. Pas pour ce que tu as accumulé, mais pour ta façon de voir le monde, pour trouver la valeur négligée, le respect des histoires plus calmes de l'histoire. L'argent n'est qu'un sous-produit. Ces mots, si différents de tout ce que ma famille avait jamais offert, m'ont apporté des larmes inattendues. Je les ai clignées, me concentrant sur la neige, transformant Boston en quelque chose de plus doux, de plus calme, de neuf. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai placé un petit paquet emballé sous mon modeste sapin, des premières éditions vintage de livres d'enfance préférés pour ma nièce et mon neveu, inscrites d'un simple message, la valeur des choses n'est pas toujours visible au premier coup d'œil. Amour, tante Mackenzie. Je les enverrai après les fêtes, une porte laissée légèrement entr'ouverte. Alors que je me préparais pour le lit, j'ai réalisé que je n'avais pas regardé mon téléphone de toute la soirée. Pas d'inquiétude à guetter les messages familiaux. Pas de crainte des culpabilisations de fête.
L'absence de cette anxiété était peut-être le cadeau le plus précieux que j'avais reçu ce Noël, le début de la liberté des attentes que je ne pourrais jamais satisfaire et de l'approbation que je n'obtiendrai jamais. 6 mois après Thanksgiving, de nombreuses choses sont restées non résolues avec ma famille. Mais en moi, quelque chose de fondamental avait changé. Une reconnaissance que ma valeur n'avait jamais dépendu de leur évaluation et que mon avenir n'avait pas à être contraint par leur imagination. Le printemps à Boston apporte une qualité de lumière particulière, claire et renforcée, illuminant l'architecture historique de la ville avec une clarté renouvelée après le gris diffus de l'hiver. 6 mois après la confrontation de Thanksgiving, je me suis retrouvé dans un état similaire de clarté accrue, tant sur le plan professionnel que personnel. La boutique d'antiquités avait subi des transformations subtiles. Pendant des années, j'avais fonctionné en entreprise individuelle, en partie par préférence pour la solitude, en partie pour l'avantage pratique de garder mes méthodes privées. Mais en février, j'ai embauché ma première employée, Lily, une jeune diplômée en histoire de l'art spécialisée dans la préservation textile et avec un enthousiasme qui me rappelait ma jeune moi. Je n'arrive pas à croire que je puisse manipuler ces pièces tous les jours, a-t-elle dit un après-midi, cataloguant soigneusement une collection de samplés brodés du XVIIIe siècle. Ma famille me trouve folle de prendre ce poste au lieu de quelque chose de corporate. La mienne aussi, ai-je répondu. La simple reconnaissance a créé un lien inattendu entre nous. Avec Lily gérant davantage les opérations quotidiennes, j'ai trouvé le temps de poursuivre un projet que j'envisageais depuis des années, créer du matériel pédagogique détaillé sur l'authentification et l'évaluation des antiquités. Ce qui avait commencé comme une documentation interne a évolué en atelier pour les collectionneurs sérieux et finalement en un cours en ligne qui a suscité un intérêt inattendu de tout le pays. Ma relation avec ma famille est restée compliquée. La réunion café avec mes parents en janvier avait été gênante, mais pas hostile. 3 personnes naviguant prudemment dans un champ de mines de blessures non résolues et de perspectives divergentes. Mon père, toujours pragmatique, semblait surtout préoccupé de s'assurer que je ne les coupais pas complètement. Nous sommes toujours une famille, a-t-il dit alors que nous nous apprêtions à quitter le café. Des désaccords arrivent dans toutes les familles. Ce fut plus qu'un désaccord, papa, ai-je répondu calmement. Ce fut une révélation sur la façon dont vous me voyez. Il n'a eu aucune réponse à cela, mais quand il m'a serré dans ses bras au revoir, cela semblait moins péremptoire que d'habitude. Ma mère a maintenu le contact par message texte hebdomadaire, des mises à jour sur les voisins, des questions sur ma santé, évitant soigneusement de mentionner Rachel ou l'argent. J'ai répondu avec la même prudence, partageant des détails anodins sur la météo de Boston et les nouvelles acquisitions à la boutique. Ce n'était pas une connexion profonde, mais c'était quelque chose. Un pont hésitant en cours de reconstruction des deux côtés. Rachel restait une autre affaire entièrement. Après plusieurs tentatives pour rouvrir la discussion sur l'opportunité d'investissement en janvier, elle avait changé pour une stratégie de silence complet. Par l'intermédiaire de ma mère, j'ai appris que Rachel et Derek avaient acheté la maison plus grande qu'ils voulaient sans mon aide, étirant considérablement leurs finances. Les enfants recevaient toujours des cadeaux d'anniversaire et de fête de ma part, reconnus par de brèves notes de remerciement clairement écrites sous supervision parentale. En avril, j'ai reçu un appel surprenant de mon père. Il m'a demandé si je pouvais visiter la boutique seule, sans ma mère ni Rachel. Il est arrivé un mardi matin, semblant un peu déplacé parmi les antiquités dans sa chemise de golf et son pantalon kaki. Je n'ai jamais vraiment regardé cet endroit, a-t-il admis, étudiant un secrétaire Queen Anne que j'avais récemment acquis. C'est plus impressionnant que ce que j'imaginais. Je lui ai fait faire une visite, expliquant les histoires derrière certaines pièces, le service d'argenterie géorgien qui avait appartenu à une famille de marchands de Boston, les lettres de l'époque de la guerre de sécession écrites par une infirmière à Gettysburg, les portraits américains du début par une artiste qui n'avait signé qu'avec ses initiales pour masquer son sexe. « Tu connais vraiment ton affaire ?» a-t-il dit, la surprise dans sa voix étant à la fois gratifiante et douloureuse. « J'ai toujours pensé que tu te contentais de jouer. »« Je sais. » Il a passé sa main sur un montant de chaise chipendale, inhabituellement pensif. « Je voulais de la sécurité pour toi. Ta mère et moi le voulions tous les deux. Nous avons poussé Rachel vers le droit parce que cela semblait sûr. Nous nous sommes inquiétés quand tu as choisi cette voie. Et maintenant que tu sais que ça a bien marché financièrement, c'est soudainement valable. Je n'ai pas pu empêcher l'acrimonie dans ma voix. Ce n'est pas juste. Il a commencé, puis s'est arrêté. En fait, peut-être que c'est juste. J'aurais dû faire plus confiance à ton jugement. Voir ce que tu construisais ici.
Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais de mon père, c'était significatif. Peut-être la reconnaissance la plus proche que je recevrai jamais que leur évaluation était erronée. Rachel a des difficultés, a-t-il ajouté après un moment. La nouvelle maison, l'augmentation des frais de scolarité dans les écoles privées, un investissement qui n'a pas donné suite. Elle ne l'admettra jamais, mais ils sont surendettés. J'ai reconnu la question implicite. Je ne vais pas les renflouer, papa. Il a hoché la tête, apparemment pas surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Après son départ, je me suis assise à mon bureau, réfléchissant à notre conversation. La reconnaissance limitée de mes réalisations par mon père ressemblait à une petite victoire, mais sa mise à jour sur Rachel suggérait que les dynamiques familiales restaient inchangées, le succès mesuré par les possessions, la valeur déterminée par l'apparence, et les décisions financières guidées par le statut plutôt que par la substance. En mai, j'ai lancé une nouvelle initiative qui m'a apporté une satisfaction inattendue, une bourse pour jeunes entrepreneurs intéressés par la préservation historique et les entreprises d'antiquité. Le programme fournirait à la fois un financement et un mentorat aux personnes démontrant passion et connaissance dans ces domaines. Je l'ai structuré par le biais d'une fondation pour maintenir ma vie privée. Mais le travail d'examen des candidatures et de rencontre des candidats m'a connecté à une communauté d'individus partageant les mêmes idées qui valorisaient ce que je valorisais. La première boursière était une femme de 23 ans du Massachusetts occidental qui dirigeait une petite entreprise de restauration depuis la grange de son grand-père. Sa connaissance des meubles anciens américains et son dévouement à la préservation des techniques d'artisanat traditionnelles ont impressionné tout le comité de sélection. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un soutienne réellement ce travail, m'a-t-elle dit lorsque je l'ai appelée avec la nouvelle. Tout le monde me dit de trouver un vrai travail à la place. J'ai souri au refrain familier. L'été a apporté un développement inattendu. Ma cousine Amanda, qui m'avait contacté après Thanksgiving, a annoncé qu'elle déménageait à Boston pour un nouveau poste d'enseignante en sciences de l'environnement au MIT. Lors d'un dîner dans un restaurant du North End, nous avons découvert une affinité surprenante. Toutes deux avions choisi des chemins que notre famille élargie ne comprenait pas tout à fait. Toutes deux valorisions la connaissance plutôt que l'apparence, et toutes deux avions appris à créer des frontières avec des parents qui ne reconnaissaient que les métriques conventionnelles de succès. Rachel a toujours été la même lors des réunions de famille, s'est souvenue Amanda. Tout était une compétition, tout était une question de statut. J'ai arrêté d'y aller parce que j'en avais marre d'entendre parler de sa maison, de sa voiture, des camps d'été exclusifs de ses enfants. Certaines choses ne changent jamais, ai-je convenu. Mais certaines choses changent, a rétorqué Amanda. Regarde-toi maintenant. Non seulement financièrement prospère, mais tu fais un travail significatif selon tes propres termes. C'est la vraie victoire. Alors que l'été laissait place à l'automne, je me suis retrouvé à approcher l'anniversaire de la révélation de Thanksgiving avec une équanimité inattendue. La douleur aiguë s'était atténuée, remplacée par une mélancolie occasionnelle pour ce qui aurait pu être, mais surtout par l'acceptation de ce qui était. J'avais appris à valoriser plus profondément les relations authentiques dans ma vie, avec des collègues qui respectaient mes connaissances, des clients qui appréciaient mon expertise, et le petit cercle mes véritables d'amis qui m'avaient connu avant et après que mon statut financier ait été révélé, me traitant identiquement, quelle que soit la situation. En septembre, j'ai reçu un message de ma mère, Rachel et Derek se séparent. S'il te plaît, ne mentionne pas que je te l'ai dit. J'ai ressenti un mélange complexe de sympathie et de vindication, compassion pour la douleur que leur famille vivait, combinée à la reconnaissance inconfortable que le style de vie qu'ils avaient privilégié avait peut-être contribué à leur instabilité. J'ai envoyé un message bref et neutre à Rachel exprimant ma préoccupation pour elle et les enfants. Sa réponse, la première communication directe en des mois, était étonnamment vulnérable, tout est un désordre. Les enfants ont du mal. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu ma vie. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un colis chez elle. Pas de l'argent, ce qui aurait renforcé la dynamique que j'avais lutté pour changer, mais 2 livres soigneusement choisis sur la résilience pour les enfants et une simple note, parfois, les choses les plus précieuses émergent de changements inattendus. Je suis là si tu as besoin de moi. Elle n'a pas reconnu le cadeau, mais ma mère a rapporté que les livres restaient sur leur table de chevet. À l'approche de novembre, apportant l'inévitable question des projets de Thanksgiving, j'ai pris une décision qui semblait à la fois difficile et juste. J'ai invité mes parents à Boston pour les fêtes. Territoire neutre, juste nous 3. À ma surprise, ils ont accepté. Le matin de Thanksgiving,
exactement un an après la confrontation qui avait tout changé, je me tenais dans ma cuisine à préparer un repas modeste mais spécial. La sonnette a retenti promptement à midi. Mes parents, ponctuels comme toujours, apportant un bouquet de fleurs d'automne et une nervosité palpable qui correspondait à la mienne. « Ton appartement est charmant », a dit ma mère, regardant autour d'elle avec un intérêt sincère plutôt que l'évaluation à laquelle j'étais habitué. « Ces fenêtres sont spectaculaires. »« Original au bâtiment », ai-je répondu. Vers des années 1850. Mon père a hoché la tête avec appréciation. Bonne propriété d'investissement comme celle-ci dans le North End. Certaines choses changent lentement, voire pas du tout. Le repas n'était pas parfait. Les conversations s'arrêtaient parfois ou s'approchaient trop de sujets sensibles. Ma mère mentionnait encore trop souvent les réalisations de Rachel, bien qu'elle se soit rattrapée plus d'une fois. Mon père avait toujours du mal à montrer de l'intérêt pour mon travail au-delà de son succès financier. Mais nous essayions, tous, de nous voir plus clairement, d'écouter plus sincèrement. Après leur départ, promettant de visiter la boutique le lendemain, je me suis tenu à ma fenêtre, regardant le soir tomber sur la rue historique en contrebas. L'année écoulée m'avait appris que la richesse prenait de nombreuses formes, la sécurité financière, certes, mais aussi la connaissance de soi, la passion authentique et le courage d'être valorisé selon ses propres termes. J'avais perdu l'illusion du soutien familial inconditionnel, mais j'avais acquis une compréhension plus claire de ma propre valeur. L'antiquaire en moi a reconnu l'ironie. Parfois, les choses les plus précieuses sont celles initialement dédaignées, leur vraie valeur n'étant apparente qu'à ceux qui ont la connaissance de voir au-delà des apparences. Comme le document de la guerre d'indépendance trouvé dans une boîte de vieux papier, ou le chef-d'œuvre de peinture appuyé contre un chauffe-eau, ma passion et mon expertise avaient été négligées jusqu'à ce qu'elles produisent des résultats tangibles que le monde reconnaissait comme précieux. Mais j'avais toujours connu leur valeur. Et dans cette connaissance résidait la vraie fortune que j'avais bâtie ou une qui ne pouvait jamais être exigée, divisée ou diminuée. Si mon histoire vous touche, j'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà eu des membres de votre famille qui ont sous-estimé vos choix jusqu'à ce qu'ils prouvent leur succès? Comment l'avez-vous géré? Quelles limites avez-vous créées pour protéger votre paix? Appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous appréciez les histoires authentiques sur les dynamiques familiales et l'estime de soi. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que son chemin compte, même lorsque les autres ne voient pas sa valeur. Merci d'avoir écouté mon parcours. Que vous trouviez le courage de vous valoriser quelles que soient les opinions des autres.